On imagine quand même que pour les victimes, ce serait bien d'avoir une once de réponse sur la motivation profonde de cet homme. Il y a quand même ce sentiment dans tous les témoignages qu'on peut lire du pourquoi, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que personne n'aimerait être à la place des victimes, mais toute la France est aujourd'hui aux côtés des victimes parce que je pense que ces attentats ont touché la France dans sa chair. Hein. La France en tant que pays, la France en tant que nation. Et nous avons tous évidemment été très choqués, nous avons tous pleuré ces attaques au moment où elles sont arrivées. Et ce procès est évidemment très important. Il est important pour les victimes, mais moi je suis un peu, si vous voulez, surpris depuis plusieurs jours que l'ensemble des médias, et aujourd'hui évidemment ça y fait un peu exception, mais l'ensemble des médias depuis plusieurs jours ne parlent que des victimes, que des parties civiles, sans véritablement parler des accusés. Alors, on a appris ce matin, pas au hasard, qu'il y avait 20 accusés, dont beaucoup sont jugés in absentia, donc en leur absence. Et j'aimerais... Alors, évidemment, le fait de ne pas parler des accusés, ça permet aussi d'évacuer un certain nombre de questions qui peuvent être embarrassantes, c'est-à-dire comment on en est arrivé là, parce qu'on a beau dire oui, mais c'est pas le procès de l'État, c'est pas le procès de l'idéologie, c'est le procès de ces quelques accusés, de Salah Abdeslam et de ses co-détenus actuels, mais oui, certes, bien sûr, et ça il faut accorder le temps de la justice, mais il faut aussi que ce moment soit le temps de faire un point du pourquoi notre société et comment notre société a été capable d'accoucher de monstres pareils. Quand Salah Abdeslam dit « je suis un combattant », il a raison. Il n'est pas injusticiable comme les autres. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette question, c'est un acte de guerre. Un des actes de guerre, peut-être depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été commis sur notre territoire. Donc moi je dis, il va y avoir la justice qui va passer, d'accord, mais quid de la suite? Il va être condamné à quoi, Salah Abdeslam? Il va être condamné à 20 ans de prison, à 30 ans de prison. Ça veut dire qu'il ressortira un jour. Puisqu'en fait, comme il s'agit d'une justice de droit commun, eh bien, cette personne ne sera pas mise hors d'état de nuire définitivement. Or, dans pareil cas, il faut deux choses. Soit la peine de mort, soit une vraie perpétuité. C'est-à-dire Emmanuel Macron n'est ni le magicien d'Oz, ni David Copperfield. Donc évidemment que ce n'est pas parce qu'il va dans un endroit que les problèmes vont se régler comme par magie du jour au lendemain, même si beaucoup en attendaient énormément de cette visite. En tout cas, voilà. Bon, 5 jours. Voilà, les choses restent ce qu'elles sont à Marseille. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre discours, M. Durand, et de manière générale dans le discours de ceux qui nous gouvernent. J'entends à propos de Marseille, de ces trafics, de ces tueries, j'entends Dubaï, j'entends l'Algérie, j'entends le Maroc. Mais alors pourquoi on nous explique à longueur de journée que ça n'a rien à voir avec l'immigration ? C'est sûr qu'on n'entend pas la Suède. C'est bizarre quand même, non ? Mais j'ai publié une tribune dans Causeur hier soir où j'explique précisément que c'est très bien que Macron fasse un grand plan de relance pour Marseille, et puis un plan pour les effectifs policiers, pour donner les moyens à la justice, etc. Mais sans grand plan contre l'immigration, je crains qu'effectivement, ça soit un tonneau des Danaïdes. Parce qu'effectivement, tant que Marseille est un peu le signe avant-coureur de ce qui va se passer dans les villes de France demain. C'est-à-dire, tant que vous laissez rentrer sur le territoire des immigrations faiblement qualifiées, pauvres, qui sont souvent hostiles à la France, eh bien, vous avez ce que vous avez à Marseille au jour le jour. Et par exemple, à Juvisy, il y a pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, c'est pareil, une arrestation. C'est pas Marseille, hein, pour le préciser. Pardon. Non, mais c'est pareil, mais à Marseille, c'est pire. À Juvisy, une arrestation policière, quand vous dites les malfrats les soutiennent, c'est pas les malfrats. C'est juste des gens qui sont là, qui passent, qui filment avec leur téléphone portable, qui insultent les policiers et qui se jettent sur les policiers pour les frapper, pour extraire la personne que les policiers tentent d'arrêter. Donc ces actes c'est des actes d'hostilité à la France que j'appelle moi le terrorisme du quotidien, parce que le terrorisme, c'est pas simplement le 13 novembre. Merci. Georges Fay, de légiférer ou pas pour la limiter. C'était les Italiens, etc. Le problème, il n'est pas... Donc ne visons pas uniquement... Merci, on a compris. Jean-Louis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on intègre et on assimile beaucoup plus facilement quand l'immigration est faible en nombre et que notre pays va bien en termes de croissance, de plein emploi, etc. Ce qui n'est pas le cas depuis belle lurette en France. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand vous nous dites qu'effectivement le sujet de l'immigration est trop complexe pour pouvoir être soumis à un référendum, mais j'aurais voulu vous entendre parler ainsi au moment du référendum sur Maastricht.
Enfin, excusez-moi, mais le traité de Maastricht ou le traité sur la Constitution européenne de 2005 qui a été donné à référendum était d'une complexité bien plus grande que le sujet de l'immigration. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Les Français sont parfaitement capables de répondre à une question oui ou non sur l'immigration. Vous aussi, vous calmez un tout petit peu, s'il vous plaît. La question, parce qu'il le dit, c'est trop complexe. Comment vous poseriez la question ? Êtes-vous favorable, oui ou non, à un arrêt de l'immigration ? Un arrêt ou à des quotas ? Non, à un arrêt de l'immigration. Vous pensez que la question sera posée comme ça ? Parce qu'en fait, attendez, l'argument qui consiste à dire... L'argument qui consiste à dire il y aura toujours une immigration, bien sûr, mais admettez quand même qu'entre plusieurs centaines de milliers d'irréguliers qui rentrent sur notre territoire par an, et l'immigration zéro, nous avons quand même des marges appréciables de progrès. Mais il faut arrêter toute forme d'immigration par la voie légale. Il faut arrêter ou la réduire à sa portion congrue, peut-être un tout petit. Donc quoi, le droit d'asile par exemple ? Voilà, alors le droit d'asile, mais le droit d'asile aujourd'hui c'est une filière d'immigration supplémentaire. Les donc immigrés, il faut la revoir. Les immigrés économiques. Les étudiants, c'est pareil, c'est une nouvelle filière d'immigration parce que vous avez beaucoup d'étudiants immigrés qui arrivent, qui sortent de l'université au bout de la première année, qui se servent de leur titre de séjour accordé pour les études pour travailler et qui ensuite ne s'en vont plus jamais. Donc effectivement, il faut revoir toutes ces étiquettes, l'asile, les études, parce que tout ça est dévoyé aujourd'hui. Et en utilisant justement ces 2 ans de moratoire pour avoir un débat au fond, qui permet d'être consensuel d'ailleurs, mais ça ne se fera pas par le oui ou par le non. C'est vraiment de voir toute la complexité du problème. Et le moratoire, c'est donc de proposer les solutions aux représentants des sujets. Non mais attendez, des sujets éminemment beaucoup plus complexes ont été soumis à référendum. Je ne crois pas que l'immigration soit plus complexe qu'un traité constitutionnel pour l'Union européenne. Enfin, il faut arrêter le délire à un moment. On s'arrêtera sur ces mots-là. Le traité européen, il a été rejeté, les Français... Oui, mais les Français l'ont parfaitement compris. Bah c'est ça, non mais prenez les Français pour des cons, ils vous diront rien. Non, mais non, c'est pas ça. Mais si, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Allez, merci. Jean Messia, vous allez le suivre avec intérêt ce procès, précisément pour cette question-là ? Alors évidemment, moi, l'État islamique, si vous voulez, il est à l'étranger, il m'intéresse moins que la façon dont notre société a accouché de Salah Abdeslam et de ses compères. Parce que quand, pendant des années, on a dit c'est l'immigration, on nous répondait non, c'est des Français comme vous et moi. Alors ok, j'accepte cette idée, mais dans ce cas-là, il faut savoir comment la France a pu accoucher de monstres pareils. Il faut faire le procès de cette idéologie qui, pendant 40 ans, non seulement a démantelé les frontières, a fait venir dans notre pays quantité de personnes dont beaucoup sont inassimilables, des gens qui ont été dans un chaudron savamment entretenu par nos élites à qui on a expliqué que la France est un pays monstrueux, qu'il fallait surtout pas devenir français, qu'il fallait le droit à la différence et qu'ils restent ce qu'ils sont. Et donc ça a accouché effectivement d'un communautarisme, d'un lit de radicalité qui effectivement constitue le terreau du passage à l'acte. Et puis aussi les erreurs qui ont été commises depuis l'État islamique. On se souvient par exemple que François Hollande avait coupé les relations diplomatiques avec la Syrie, puis avec l'Égypte au moment de l'arrivée au pouvoir. Il n'avait pas coupé les relations diplomatiques, mais il avait quand même réduit les relations avec l'Égypte. 2 pays qui ont une connaissance parfaite de l'État islamique, qui ont des agents infiltrés. Si on avait gardé les relations diplomatiques avec la Syrie aurait pu nous fournir des tas de renseignements pour éviter ces attentats. Donc on ne l'a pas fait. Et dernière chose, il y a eu, vous l'avez rappelé Madame Denac, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher au début de l'année 2015. Qu'a fait le gouvernement et le pouvoir français après ces attaques pour protéger la France et la prémunir contre ce qui s'est passé après? Toutes ces questions-là doivent être posées ou alors le procès ne sera pas historique. La sécurité maximale sur place pour des raisons évidentes. Vous allez dans ce sens-là. La menace, elle est toujours présente et elle est toujours endogène, comme on le dit si souvent. Alors, ça, c'était une évidence. Maintenant, si vous voulez, on ne lutte pas contre une menace de ce genre uniquement par un cadre juridique ou par des moyens budgétaires alloués aux forces de l'ordre, même si, bien sûr, c'est indispensable. Mais il faut aussi une sorte de sursaut national face à cela. Or, je crains, si vous voulez, que depuis 2015, nous avons en fait les mêmes élites, si vous voulez, qui gouvernent la France depuis plusieurs dizaines d'années, qui aujourd'hui continuent à nous dire ça n'a rien à voir avec l'immigration, ça n'a rien à voir avec les frontières ouvertes, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et évidemment, vous n'aurez pas ma haine. C'est pas comme ça qu'on mène une guerre. Enfin, c'est pas en disant vous n'aurez pas ma haine qu'on a vaincu le nazisme. Nous avons là à juger
un représentant d'un totalitarisme, du nouveau totalitarisme du 21e siècle. Et je rejoins ce que disait M. Durand il y a un instant. Effectivement, c'est le procès du totalitarisme islamique qui n'a rien à envier au totalitarisme nazi et qui est même à bien des égards pire dans l'attitude de ces combattants. Parce qu'au procès de Nuremberg, et vous avez raison de faire l'analogie, les dignitaires nazis qu'on a jugés ne se sont pas présentés en criant à Hitler. Ils ont tous plaidé non coupables. Or là, effectivement, c'est un totalitarisme religieux. Donc les totalitarismes du XXe siècle se sont effondrés avec les régimes qui les ont fait naître. Ce totalitarisme-là ne s'effondrera jamais, puisque en fait, il prend sa source dans la verticalité, dans les cieux, dans un espèce de paradis virtuel dont personne n'est jamais revenu pour dire qu'il n'existait pas. Et donc nous avons des combattants, et quand Salah Abdeslam dit il n'est de Dieu que de Dieu, enfin il n'est né de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète, c'est aussi un message qu'il envoie à des millions de personnes en France qui aussi se reconnaissent dans ce message. Alors, il peut le dévoyer, mais je veux dire, il cherche aussi à instrumentaliser ce message-là à destination de tous les musulmans de France. Donc c'est une sorte de vitrine, pour vous, c'est une vitrine qui lui est offerte en somme. Ah bah effectivement, c'est un micro qu'on lui tend, oui, c'est évident.